Bien, vous voyez, il suffisait de parler pour que Agnès arrive et on la remercie. Il y a eu des problèmes, c'est vrai, dans les transports en commun. Bien, tout d'abord, merci à tous d'être présents parmi nous ce soir et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Il y a juste 2 mois, presque jour pour jour, le journaliste Jamal Khashoggi a été éliminé dans des conditions assez terribles, assez atroces, au sein du consulat saoudien à Istanbul. Cet assassinat, réalisé dans des conditions singulièrement sordides, a suscité de très nombreux commentaires dans les médias. On en a tous été témoins. Sauf que ces commentaires, d'ailleurs, au passage, mais je pense qu'on en rediscutera ensemble ensuite, ont été surtout le fait des médias occidentaux. Je ne suis pas certain que dans les médias d'autres parties du monde, il y ait eu autant de commentaires. En tout cas, je crois que cette tragédie a cristallisé la possibilité pour nous de nous interroger sur l'Arabie saoudite et de développer un certain nombre de débats à propos de ce pays, à propos de la nature de son régime, à propos de la personnalité du fameux et célèbre désormais Mohammed Ben Salman, sur le sens réel de ce qui nous est souvent présenté comme sa volonté réformatrice, et enfin aussi, parce que c'est un élément que nous aborderons ce soir, sur le bilan de ses initiatives en matière de politique extérieure, notamment de politique régionale. Alors, si ce sordide règlement de compte s'est avéré posséder au moins une vertu, c'est bien celui d'avoir pu lever un certain nombre de voiles à propos de ce pays. Et ce qui est assez étrange et paradoxal, malheureusement, c'est que les nombreuses turpitudes dont sont responsables les dirigeants saoudiens, notamment en matière de politique extérieure, n'avaient pas eu beaucoup d'écho au cours des dernières années. Je pense bien sûr à la guerre du Yémen, mais il y a d'autres sujets. Et il a fallu que l'assassinat d'un homme, dans des conditions aussi terribles soit-il, que pour ce fait, il y ait eu possibilité qu'enfin un certain nombre de bouches puissent s'ouvrir. Et dans un premier temps, dans les premières semaines du mois d'octobre, rappelez-vous, c'est hier, il y a eu un certain nombre d'éléments, d'indices, d'indicateurs. Pour mémoire, le fait que l'Allemagne annonçait la cessation de ses ventes d'armes, alors c'était une annonce, nous verrons ce qu'il en est réellement. Le fait que des dirigeants de grandes entreprises internationales aient décidé de ne pas se rendre au fameux Davos du désert, comme on l'a nommé à la fin du mois d'octobre, le fait que justement à propos du Yémen, des bouches enfin commencent à s'ouvrir, un peu plus nombreuses que celles qui avaient prévalu depuis 2015, depuis les débuts des bombardements par l'Arabie saoudite du Yémen, et qu'enfin, donc, pour toutes ces raisons, ce que j'appelle la logique des indignations sélectives semblait être battue en brèche. Et pourtant, 2 mois plus tard, c'est-à-dire quasiment jour pour jour, c'était le 2 octobre que cet assassinat a eu lieu, force est d'admettre que la dure réalité des faits, la dure réalité des rapports de force, la dure réalité des décisions aussi, nous amène peut-être à plus de circonspection que ce qu'on avait pu penser, escompter en ce début du mois d'octobre et dans les semaines qui ont suivi. Alors là aussi, pour mémoire et quelques éléments, Mohammed Ben Salman semble avoir surmonté les turbulences politiques qui s'étaient cristallisées au sein du royaume saoudien. Au niveau international, eh bien, vous l'avez probablement tous vu ce week-end à Buenos Aires lors du G20, alors que Mohammed Ben Salman y participait comme observateur, il a été accueilli par certains des membres de ce G20, pas tous. Alors, il y a certaines vidéos qui sont terribles parce qu'il semble un peu marginalisé, un peu sur la touche, mais d'autres chefs d'État, et pas des moindres, l'ont salué pour le moins chaleureusement. Je pense bien sûr notamment à Poutine. Que je sache aussi au niveau économique, si certains chefs d'entreprise, comme je l'évoquais précédemment, ont boycotté ou se sont désistés, n'ont pas participé au Davos du désert, pour autant, il n'y a pas eu de grands contrats, même peut-être de petits contrats qui ont été dénoncés, on va aussi en parler. Et finalement, la paix au Yémen, dont on pensait que ces turbulences qui s'étaient produites au mois d'octobre allaient permettre qu'enfin, au moins,
pour le moins un cessez-le-feu soit proclamé, eh bien on n'en est toujours pas là. Il y a même eu une sorte d'intensification des bombardements et des combats autour de la ville et du port de Hodeïda, qui est évidemment d'un point de vue stratégique tout à fait central sur la scène yéménite. Alors, pour toutes ces raisons que je n'ai fait là qu'effleurer et évoquer très rapidement, nous avons jugé utile de faire le point sur le moment présent d'une situation qui est évidemment infiniment complexe, mais qui est aussi infiniment volatile et qui rend les choses un petit peu difficiles à décrypter. Alors pour ce décryptage, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir deux invités qui nous font l'amitié d'avoir répondu à cette invitation. Je suis désolé, mais je dois excuser Pierre Conessa qui m'a appelé hier après-midi et qui me l'a confirmé hier soir très tard en me disant qu'il était bloqué dans la bonne ville de Nice parce que son papa, qui est un homme âgé de près d'une centaine d'années, est hospitalisé. Et évidemment, le pronostic des médecins est un peu mitigé. Donc Pierre, évidemment, s'en est excusé, s'en excuse auprès de vous, mais ne peut pas être avec nous ce soir. Nous le regrettons, ce sera pour une autre fois, je l'espère. Mais nous avons tout d'abord Agnès Levallois. Agnès, c'est une spécialiste reconnue de la région du Moyen-Orient où elle a résidé quelques années. Elle est consultante sur cette région, entre autres, et puis elle est vice-présidente par ailleurs de l'IREMO. Et puis Sébastien Nadeau, qui est parlementaire, qui est élu de la Haute-Garonne, et qui, s'il est invité ce soir, ce n'est pas tant qu'il souhaite un chercheur, mais il a pris plusieurs initiatives parlementaires à propos des ventes d'armes, et c'est la raison sur la question du Yémen, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle j'avais pensé à lui, et tout de suite, il m'a répondu positivement, donc je vous en remercie tous les deux. Donc, la première chose que j'aimerais que nous puissions aborder, et peut-être Agnès, pourrais-tu ouvrir le bal en ma compagnie, c'est sur la situation politique à l'intérieur du royaume aujourd'hui. Parce que on a lu beaucoup de choses depuis 2 mois. Certains ont écrit que le pouvoir de Mohammed Ben Salman tendait à se rétracter, qu'il y aurait peut-être une plus importante surveillance de ses faits et gestes, alors que jusqu'au 2 octobre, il donnait l'impression de pouvoir faire à peu près ce qu'il voulait. On a évoqué le retour de son frère ambassadeur aux États-Unis sur le sol saoudien. On a beaucoup parlé de son oncle Ahmed Ben Abdelaziz, qui lui était en semi-exil à Londres, qui est aussi revenu. Bon, tout cela, évidemment, ce sont des indicateurs qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Rappelez-vous les spécialistes du Kremlin à la belle époque de la guerre froide qui n'ont absolument pas vu la fin de l'Union soviétique. Donc je ne voudrais pas que nous versions dans ce même type de défauts et de méthodes, mais il est quand même intéressant d'essayer d'évaluer les tractations dont on peut avoir connaissance, parce que le royaume est souvent un royaume d'ombre et de manœuvres d'ombre, donc c'est très difficile à décrypter, mais a-t-on des éléments? Et puis le deuxième niveau qui est lié, bien évidemment, parce que si le niveau politique semble utile, intéressant, important, c'est aussi ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas au sein de la société saoudienne. A-t-elle réagi d'une manière particulière à ces turbulences depuis 2 mois, au vu des moyens dont elle jouit et qu'elle peut mettre en œuvre, qui sont sûrement très réduits? Est-ce que le pouvoir des oulémas, dont on sait qu'il n'a pas toujours été séduit par la volonté réformatrice de Mohammed Ben Salman, a réagi? Donc c'est toutes ces questions pour, en quelque sorte, tracer le cadre général et l'arrière-fond de nos réflexions. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là. Alors, première chose, il convient d'être extrêmement modeste, et Didier l'a dit, sur ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce qui se passe à l'intérieur de ce royaume. Et plutôt que de situation politique, moi je dirais situation de la famille royale et situation de la société. Puisque situation politique en Arabie Saoudite, à mon sens, ça ne correspond pas à une réalité, puisqu'on ne peut pas parler véritablement de vie politique, mais plus de ce qui se passe au sein de la famille royale, de ce que l'on peut en savoir, et de ce qui se passe, de ce qui se joue au sein de la société. Donc ce sont ces deux niveaux que je verrai et que je vais essayer d'aborder devant vous ce soir. Ce qui apparaît effectivement aujourd'hui, c'est que MBS, alors je l'appellerai MBS, ça sera plus facile que de chaque fois dire Mohammed Ben Salman. Donc MBS semble conforté en tous les cas dans sa position de prince héritier, même si on a le sentiment à quelques indices que
peut-être qu'il aura quand même à côté de lui maintenant quelques personnes, dont son frère ambassadeur, qui est ambassadeur à Washington et qui est rentré dans le royaume, le sentiment que son père, le roi Salman, va peut-être vouloir quand même regarder d'un peu plus près ce que fait MBS dans certains domaines. Alors c'était déjà le cas puisqu'on avait vu il y a quelque temps MBS prendre une initiative en particulier vis-à-vis de la question palestinienne et on l'avait vu être recadré par son père assez fortement lorsque MBS semblait vouloir adopter le fameux plan du siècle qu'on attend toujours proposé par les Américains et en particulier par le gendre de Trump qui est à la manœuvre dans cette affaire puisque le gendre de Trump et MBS sont très copains, apparemment s'entendent très bien, et donc ils étaient en train de travailler à ce fameux plan du siècle, et plan du siècle qui se fait complètement dans le dos des Palestiniens et complètement à l'avantage et suivant les exigences israéliennes. Et donc, quand le roi a eu connaissance de cela, il a recadré son fils en disant là, quand même, sur la question palestinienne, il faut faire un peu attention. Et donc, MBS s'est calmé. Donc, il y a déjà eu par le passé, avant l'affaire Khashoggi, on a vu le roi Salman qui est fatigué, qui a laissé beaucoup de marge de manœuvre à son fils. Mais là, on a vu le roi Salman quand même réagir à deux, trois reprises. Et là, on l'a revu à la manœuvre avec l'histoire Khashoggi, puisqu'évidemment, il a fallu gérer cette situation qui a mis le royaume sous les feux des médias internationaux et que ça, les Saoudiens en général n'aiment pas beaucoup se retrouver dans cette situation. Et on a vu donc un roi Salman qu'on avait dit quand même beaucoup très fatigué et très peu actif. On l'a vu reprendre véritablement les choses en main. On l'a vu faire une tournée dans le royaume avec son fils pour aller revoir les différents soutiens de la famille royale pour être sûr que ces soutiens n'allaient pas faire défection en raison du comportement du fils. Donc, on a vu un roi Salman complètement à la manœuvre, reprendre les choses en main, mais avec son fils sous le bras, si je puis dire, hein, parce que on voit bien qu'effectivement, il n'a pas profité de cette occasion pour mettre son fils de côté, parce que ça serait aussi se déjuger à partir du moment où il avait accepté que son fils prenne toutes les responsabilités qu'il a maintenant entre les mains depuis 2 ans, qu'il a consolidé son pouvoir dans les domaines économiques, évidemment, puisqu'il est à la tête de ce plan Vision 2030, qui est vraiment le plan qui doit conduire l'Arabie saoudite donc à Vision 2030, diversification de l'économie, qui est vraiment un projet très, très, très ambitieux dont s'occupe MBS, mais qui est aussi, comme vous le savez, ministre de la Défense, donc il s'est lancé dans l'opération yéménite avec le désastre que l'on connaît 3 ans et demi après. Mais donc on a vu le roi Salman qui n'a pas déjugé son fils pour autant, qui a essayé de calmer le jeu, qui l'a pris sous le bras pour faire le tour du royaume pour aller récupérer les soutiens, pour s'assurer en tous les cas des soutiens de ceux qui sont importants pour la pérennité de la famille royale. Donc on a le sentiment effectivement qu'aujourd'hui, le prince héritier est conforté avec son père, mais son père qui est présent, ça je crois que c'est quand même important de le signaler, et toute la question que tous les observateurs se posent, c'est de savoir combien de temps le roi va tenir, puisqu'on sait qu'il est malade, qu'il est vieux, qu'il n'est pas en très bonne forme. Le sentiment, c'est de dire que tant que le roi est là, le prince héritier est protégé parce que son père a encore la capacité de le maintenir et de lui apporter le soutien nécessaire qui lui permet de continuer les réformes qu'il a engagées. On aurait pu penser que dans la période qui vient de s'écouler, qu'il avait été fragilisé, soit c'était une période dont profitaient certains princes mécontents de la façon dont a MBS de gérer l'affaire pour essayer de le mettre de côté et de prendre le pouvoir, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, plus les semaines passent, j'allais dire, plus celui-ci est conforté, puisque en face, ceux qui étaient contre la prise de pouvoir quand même très brutale opérée par MBS maintenant depuis 2 ans, puisque les autres princes qui étaient furieux de ça, mais n'ont pas été en mesure de profiter, si je puis dire, de ce moment particulier où MBS a semblé affaibli, comme ils n'ont pas été en mesure de le faire, on le voit qu'il a repris les choses en main et que son père lui a redonné finalement une certaine légitimité. Et le simple fait qu'il ait pu se rendre en Argentine est quand même un fait significatif, même si alors maintenant on peut s'amuser à observer qui lui a parlé, qui ne lui a pas parlé, qui lui a dit quoi ou autre. Le simple fait qu'il ait pu se rendre en Argentine et que tout le monde l'a salué,
plus ou moins chaleureusement, mais que tout le monde l'a salué. À part Erdogan, je crois, ça a été un peu plus que Erdogan est passé devant lui sans lui dire bonjour. Mais en tous les cas, ça lui a permis quand même de retrouver la place qui avait semblé peut-être être remise en question après cette affaire. Donc ça, je crois que c'est un point important. Aujourd'hui, on peut dire que MBS est conforté, en tous les cas, pour ce que l'on sait, pour ce que l'on comprend de ce mode de fonctionnement. Que pense la société saoudienne de tout ça? Alors ça, évidemment, c'est un élément très, très compliqué puisqu'il n'y a pas tellement de moyens de mesurer cette audience. La seule façon, pour moi, en tous les cas, de mesurer ce que peut penser la société saoudienne, c'est de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont ce que j'appellerais la scène politique. C'est pour revenir à la scène politique, c'est peut-être ce qu'on pourrait considérer comme la scène politique saoudienne, puisque c'est un lieu virtuel, mais où les gens peuvent s'exprimer, où les jeunes s'expriment. Et vous savez que le taux d'utilisation des réseaux sociaux en Arabie Saoudite est extrêmement élevé. C'est un des plus élevés au monde, puisque justement, en l'absence d'autres moyens d'expression, les réseaux sociaux sont le meilleur moyen de pouvoir dire des choses. Et à telle enseigne d'ailleurs que MBS suit de très près ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que quand des mesures sont prises et qu'il s'aperçoit que ça suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, il en tient compte et il peut réagir. Et on l'avait vu il y a quelques temps maintenant, lorsque son père avait décidé d'annuler toutes les subventions et d'arrêter les primes aux fonctionnaires ou autres. Il y a eu tellement une levée de boucliers sur les réseaux sociaux tellement importante qu'ils avaient fait une marche arrière. Donc c'est vraiment un moyen d'essayer d'avoir la température de ce qui se passe, de savoir comment les gens, la société réagit, ou en tout cas ceux qui utilisent les réseaux sociaux et les jeunes en particulier, parce que vous savez que les jeunes sont majoritaires dans le royaume et que donc c'est très important pour MBS de savoir ce que pensent les jeunes, puisqu'ils bénéficient jusqu'à aujourd'hui quand même du soutien de ces jeunes saoudiens. Et donc pour lui, c'est un moyen de légitimation important de savoir que les jeunes le soutiennent. Donc si on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, alors je ne les regarde pas tout le temps, hein, évidemment, mais en tous les cas, ce qu'on a vu au début, c'est qu'il y avait vraiment un soutien sur les réseaux sociaux à MBS, avec le sentiment que c'était encore un complot qui était mené pour déstabiliser l'Arabie saoudite. Ça, c'était tout au début de l'affaire Khashoggi, quand on ne savait pas encore très bien exactement ce qui s'était passé. Donc, il y a eu quand même beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux à MBS. Et puis après, on a vu des propos un peu plus mitigés, mais en même temps, globalement, le sentiment que l'on a de ce que je peux voir en tous les cas, c'est qu'il y a quand même globalement un soutien, même si des voix se sont élevées pour être un peu plus critiques. Mais c'est vrai que aussi, il y a un sentiment de peur réel dans le royaume, puisque ce qu'a fait Mohammed Ben Salman, et ça c'est un fait tout à fait nouveau et qui est peut-être un des éléments les plus importants depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a complètement changé le mode de fonctionnement de cette famille royale, à savoir que jusque-là, c'était un système quand même qui marchait par un consensus, c'est-à-dire qu'il fallait obtenir le consensus des princes avant que des décisions soient prises. Et MBS, lui, a fait, j'allais dire, valdinguer tout ça, puisque maintenant, c'est lui qui prend les décisions tout seul. Et donc, il a mis en place un système autoritaire. Et là, je ne peux que vous renvoyer aux travaux de Stéphane Lacroix qui sont absolument remarquables sur la structure du pouvoir saoudien. Et c'est ce que Stéphane développe de façon tout à fait intéressante dans un article publié sur le site de Orient 21, où il explique que maintenant l'Arabie saoudite est devenue comme les autres États de la région, avec un système autoritaire, avec des décisions qui partent du haut et qui s'imposent à tous, alors qu'auparavant, il y avait ce système de consensus au sein de la famille royale et les décisions donc devaient être discutées pour être ensuite entérinées par l'ensemble de la famille royale. Et donc MBS a cassé ce système pour en faire, parce que là encore je reprends ce que dit Stéphane, hein, un système politique tel ou un système tel que les autres pays de la région, système autoritaire, et si toute tête qui dépasse, eh ben, il faut la couper parce que de toute façon, il faut que tout le monde suive ce que veut faire MBS, d'où la réaction, je pense, d'où la décision qui a été prise d'éliminer Khashoggi. Alors pourquoi vous allez me dire Khashoggi plus que d'autres, puisqu'il y a d'autres opposants qui sont dans les prisons en Arabie Saoudite, lui n'a pas eu ce traitement, parce que lui, c'est le pire des opposants pour la famille royale, ou pour MBS en tous les cas,
puisque Khashoggi faisait partie du système. Ça a été quelqu'un qui, pendant très longtemps, a été complètement partie prenante de ce système. Il le connaissait très bien, il l'observait en tant que journaliste saoudien en Arabie saoudite. Et le fait que celui-ci parte à l'extérieur du royaume pour aller à Washington et de Washington de rédiger des tribunes dans la presse américaine critiquant justement ce système autoritaire mis en place par MBS, ça, pour le prince héritier, c'était la pire des choses. Et donc, la seule chose, c'était de l'éliminer parce qu'on ne veut pas accepter des critiques venant de quelqu'un du système. Autant un Raif Badawi, qui est, vous savez, un des militants des droits de l'homme qui est emprisonné en Arabie, ça, on peut le mettre en prison, ça fait un peu de bruit dans les ONG internationales, mais c'est pas quelqu'un du système du tout. Donc, on le combat en le mettant en prison, avec toutes les mesures que l'on connaît. Mais ça ne suscite pas la même réaction beaucoup plus forte, telle que la réaction suscitée par Khashoggi, parce que quelqu'un du système installé à Washington, qui est le plus grand allié du royaume, c'est absolument impensable et inacceptable que ce journaliste saoudien puisse critiquer le royaume, en plus en étant à Washington, qui est vraiment le partenaire essentiel pour MBS, et essentiel d'autant plus avec MBS qu'il y a des liens privilégiés avec la famille Trump. Et je suis peut-être déjà un peu trop longue, je vais Non, peut-être. pas du tout. Merci beaucoup. Enfin, au moins, tu nous donnes la toile de fond. Alors, on va approfondir certains aspects. Sébastien, donc j'évoquais très, très brièvement dans la petite introduction que vous aviez été à l'initiative de la volonté de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les ventes d'armes françaises aux belligérants de la guerre au Yémen. Alors certes, les Saoudiens ne sont pas les seuls intéressés en la matière, il y a d'autres puissances, notamment arabes, qui sont partis à la guerre au Yémen, mais on peut quand même considérer que les Saoudiens ont la plus importante responsabilité dans le désastre humanitaire, politique, militaire qui se déroule sous nos yeux depuis mars 2015 au Yémen. Alors, la question qui nous brûle les lèvres, enfin qui brûle les miennes en tout cas, c'est pourquoi une telle initiative, une telle demande qui me paraît totalement légitime et justifiée. Sur quelle analyse vous vous étiez basé pour arriver à cette demande au sein du Parlement français? Et puis évidemment, la question subséquente, c'est où en est-on? Est-ce qu'il y a eu des avancées, une concrétisation ou pas, et pourquoi? La dernière chose que je voulais signaler aussi, c'est que vous avez été à l'initiative d'une autre initiative, pardonnez-moi, l'appel de Paris pour la paix au Yémen, le 8 novembre dernier, avec des collègues parlementaires européens. Et ça aussi, ça n'a pas connu une grande diffusion médiatique, donc ce serait utile que vous nous en parliez, que vous l'évoquiez, même brièvement. Merci beaucoup. Juste parce que je suis un député complètement obscur pour vous et pour tout le monde d'ailleurs. Simplement, je ne suis pas du tout spécialiste, comme vous le disiez, de l'Arabie Saoudite. En revanche, j'ai été un temps chercheur, mais c'était sur la période médiévale, donc c'est un petit peu éloigné du sujet. Je suis arrivé dans la nouvelle législature. J'avais pas de mandat précédemment électif, donc quelqu'un de complètement neuf dans le système politique français, dont on pourrait considérer qu'il n'est pas très neuf. Si je vous dis ça, c'est parce que la démarche que j'ai empruntée jusqu'à maintenant, c'est une démarche véritablement d'un citoyen qui se demande ce que doit faire un député quand il est député, et qui se dit que, compte tenu du moment de crise démocratique au moment où j'ai été élu, mais je crois qu'on n'en est pas encore sorti, compte tenu du moment de crise démocratique évident dans lequel nous sommes, considère qu'il faut revisiter la fonction de député et que donc il ne faut pas se tourner vers les pratiques qu'on peut connaître à travers ce que nous raconteraient les autres députés, mais il faut essayer de se tourner finalement vers ce pourquoi est fait un député. Ce qui nécessite un tout petit contour avant que je revienne plus directement à vos questions, mais la Constitution française précise clairement le rôle d'un député en France, donc c'est pas une assistante sociale sur sa circonscription, c'est pas quelqu'un qui fait passer votre dossier pour vos enfants à la crèche. Un député, il a trois rôles.
Il est là pour voter des lois. Alors moi j'aurais aimé, mais j'ai découvert qu'effectivement on vote des lois, j'aurais aimé qu'on les construise, mais on les vote. On vote des lois, euh, on évalue les politiques publiques, et puis on contrôle l'action du gouvernement. Voilà la mission d'un député. Donc vous voyez que le lien avec la circonscription sur laquelle on est élu n'existe pas de par la Constitution. Hein, donc je vous renvoie à votre manière d'interpeller votre député, mais c'est pas pour me planquer, mais comme il y a une confusion un petit peu de tous les rôles des différents élus en France à l'heure actuelle, je pense que c'est bon de repositionner un petit peu ça. Alors moi je suis arrivé, et à l'Assemblée nationale on m'a dit dans quelle commission tu veux être. Moi j'avais un parcours d'enseignant, j'avais pas envie d'aller dans la commission éducation et culture. Et je me suis dit, celle qui me plairait le plus, c'est la commission des affaires étrangères. Et on m'a dit, oh, mais non, mais c'est pas possible, ce sont les éminences politiques qui vont là, vous n'y serez pas. Sauf que je suis arrivé à un moment d'un grand renouvellement. Et puis finalement, on m'a dit, si, finalement, tu peux aller en commission des affaires étrangères, c'est pas le truc réservé, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas le truc réservé juste pour ceux qui veulent faire que des médias et pas autre chose. Si je vous dis ça, c'est parce que quand on est à la commission des affaires étrangères, on est dans une position de député très différente de toutes les autres commissions, parce qu'on n'a pas d'activité de construction législative. On n'amende pas. Dans toutes les autres commissions, qui plus est la commission des lois et la commission des finances, mais dans toutes ces commissions, on passe beaucoup de temps en commission à modifier ou à essayer, plus de temps à essayer d'ailleurs, mais on passe beaucoup de temps à amender les textes qui sont présentés par le gouvernement. Or, en commission des affaires étrangères, on est là pour participer au processus de ratification en disant aux commissions, voilà, vous avez un texte, un protocole d'accord, c'est toujours sur le versant international, vous avez un texte, vous votez, et puis ça continue son chemin généralement en procédure accélérée dans l'hémicycle, ou bien vous votez pas, mais enfin si vous êtes de la majorité, vous le votez. Hein. Donc ce qui peut arriver éventuellement, je suis dans la majorité, ce qui peut arriver éventuellement, c'est qu'on demande à ce que le texte revienne après information. Mais vous comprenez facilement, je pense que comme c'est un traité passé avec un autre pays, on va pas s'amuser, c'est un accord, on va pas s'amuser à le triturer, puis à modifier, puis à mettre ce qui nous arrange, et l'autre pays fait quoi pendant ce temps-là? Donc, en commission des affaires étrangères, on valide pour ratification des textes. Du coup, on n'a pas d'activité véritable de construction de la loi, de participation de ce côté-là. Et tous ces textes, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais on passe des textes, on en passe. Il y a des séances, on passe 4, 5 protocoles d'accord, il y en a qui font 100 pages, il y en a qui font 600 pages, il y en a qui font 3 pages, bref. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis là pour voter les lois, alors là, je le fais, je passe mon temps à lever la main, puisque je suis dans la majorité, il y a un texte à l'ordre du jour, donc je dis d'accord. Et évaluer les politiques publiques, finalement, c'est quand même plutôt ceux qui sont commission des finances, commission des lois, et nous, on le fait un petit peu, par exemple sur l'Agence française de développement, on est allé mettre un peu notre nez pour voir comment les finances étaient bien utilisées ou pas, mais et donc je me dis, bon, finalement, en gros, à la commission des affaires étrangères, si je veux avoir une activité législative de député, il n'y a que le contrôle. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait comme contrôle à la commission des affaires étrangères? Et en fait, on fait rien. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas les traités internationaux. Et je me suis vraiment posé la question de me dire, mais si nous, on les contrôle pas, qui est-ce qui les contrôle? Et la réponse va venir progressivement, mais il y a quand même une inquiétude forte à avoir, enfin, en tout cas de mon point de vue, de 18 mois d'exercice parlementaire, c'est qu'on valide plein de textes, mais en matière internationale, finalement, il n'y a quasiment pas de contrôle. Et ça renvoie à un contrôle vers les instances internationales. Donc quand les instances internationales sont solides dans un domaine donné de contrôle, finalement on peut s'en remettre à elles et puis tout va bien. Mais alors quand on en vient
sur la question des ventes d'armes, là, on devient évidemment dans un endroit beaucoup plus compliqué parce que toutes les instances internationales sont démunies, c'est-à-dire qu'il existe des textes, le traité du commerce des armes notamment, mais par contre, ceux qui sont en infraction ne sont pas punis, ne sont pas sanctionnés, il n'y a pas un appareil législatif de sanctions qui va avec. Là, c'était pour poser un petit peu le cadre, mais je pense que c'est important pour la suite. Après, je me suis intéressé au Yémen. Je connaissais rien du Yémen, pas plus que de l'Arabie Saoudite. J'étais allé 3 ou 4 fois, ayant de la famille aux Émirats Arabes Unis, donc j'étais allé dans la péninsule arabique, mais enfin, je connaissais quand même pas grand-chose de la situation. Et j'ai été interpellé par des associations, par des Yéménites, individuellement, qui m'ont dit mais vous vous rendez compte de ce qui se passe au Yémen, il y a une situation humanitaire par-delà la guerre qui est absolument catastrophique, faites quelque chose. Donc là, moi j'étais un peu, faites quelque chose, oui, mince, oui c'est vrai, je suis responsable politique, donc il va falloir que je fasse quelque chose. Donc moi, j'ai commencé par demander autour de moi, à mes collègues députés, en commission, le Yémen, vous savez un petit peu ce qui se passe, etc. Oui, mais faut pas trop en parler parce qu'on doit vendre des armes, tout ça. Donc c'est oui, mais justement, si on a une responsabilité ici ou là dans la péninsule arabique, et qu'il y a quelque chose qui se passe de dramatique, et c'est bien le cas, et la suite l'a démontré, et puis l'actualité le démontre encore, que faisons-nous? Et donc j'ai questionné, puis j'ai un petit peu enquiquiné, pour pas dire plus. Alors j'ai posé des questions écrites, j'ai demandé oralement aux ministres, etc., ce qu'ils en pensaient, tout ça, et bon, en gros, on me disait, non mais il faut qu'on trouve une solution politique au Yémen, et puis tout ira bien. Oui, mais là, il y a un drame humanitaire, et la France, elle n'a pas de voix, alors que moi, je considère toujours que la France, en matière humanitaire, a un rôle particulier à jouer sur cette planète, particulièrement en ce moment. Et donc, voyant qu'il y avait un véritable blocage humanitaire, ça c'est à peu près en novembre 2017 que vraiment je commence à regarder tout ça, puis à me dire non mais là il y a vraiment un problème et on fait rien. Donc j'ai cherché à savoir pourquoi on faisait rien, et j'ai regardé ce qui s'était passé au Parlement européen. Au Parlement européen, c'est la 3e résolution votée par le Parlement européen qui arrive à la fin d'octobre 2017, disant en gros, Federica Mogherini, s'il vous plaît, vous êtes la ministre des Affaires étrangères de l'Europe, faites un tour d'Europe de tous les pays qui vendent des armes et demandez, on vous demande vraiment de faire ça, de suspendre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Voilà, il y a une résolution démocratiquement adoptée par le Parlement européen, plus de 500 députés parlementaires de tout horizon politique confondu qui votent cette résolution, 8 qui sont contre, plus de 500 qui sont pour. Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est bien gentil qu'on me dise faut pas trop aller regarder, mais enfin, on a quand même un problème. On est en pleine crise démocratique, parce que ça, c'est quand même... on y est toujours, donc à mi-chemin, on y était là. Et donc voilà, le cheminement, c'est de dire, mais c'est pas possible. Manifestement, démocratiquement, les gens souhaitent qu'on suspende les ventes d'armes parce qu'il y a un problème à travers le conflit au Yémen qui ne peut se résoudre certainement qu'en passant par là. Et arrive ensuite le moment où des associations reviennent, voyant que j'avais posé 2-3 questions sur la situation humanitaire au Yémen, et me disent mais attendez, on vend des armes, mais sur le terrain, potentiellement, il y a crime de guerre, et donc il y a des traités, il y a des textes qui disent qu'il ne faut pas vendre. Et effectivement, il y a bien 2 textes. Il y a le traité sur le commerce des armes, que la France s'est enorgueillie d'avoir porté à bout de bras pour qu'il soit enfin ratifié en 2014. Alors ça vaut le coup de voir le discours du ministre des Affaires étrangères de l'époque, à savoir Laurent Fabius. Je veux dire, à travers ce traité sur le commerce des armes,
On a mis un outil en place extraordinaire, la France, pays des droits de l'homme, etc. Bon, ce traité du commerce des armes dit en substance qu'on ne vend pas d'armes classiques à un pays si le pays, on peut supposer, on n'a pas besoin de quelque chose d'avéré, on peut supposer qu'il l'utilisera ensuite contre des populations civiles, ces armes en question. Donc là, moi j'en arrive au moment où je dis, bon, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a sur le terrain des civils qui régulièrement sont tués ou pas? Donc la réponse, on l'a eu dans l'été, mais au moment, bon, c'était pas toujours très clair. On nous expliquait que c'était des frappes avec des dommages collatéraux, bref. Et donc, j'ai déposé cette résolution pour avoir des informations sur ce qui se passait au Yémen et est-ce qu'on respectait les traités internationaux. Alors, sur les traités, il y a aussi la position commune de l'Union européenne, qui, je dirais, est encore plus contraignante que ce que je viens de vous dire au sujet du traité sur le commerce des armes, parce que la position commune de l'Union européenne ne s'adresse pas que aux armes classiques, mais à tout ce qui pourrait aider dans la guerre. Et là, du renseignement satellitaire, de l'assistance, de la maintenance, enfin toutes ces choses-là que j'ai découvertes patiemment. Hein. Moi, je connaissais rien du tout aux ventes d'armes, pas plus qu'à l'Arabie Saoudite. Et donc, j'ai déposé cette commission d'enquête simplement pour savoir, que fait la France face au drame humanitaire au Yémen. 2, est-ce qu'on est bien sûr qu'on respecte les traités internationaux en continuant de vendre des armes aux pays belligérants au conflit, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, qui, je pense, il faut bien les mettre sur un pied d'égalité sur ce qui concerne les crimes de guerre. Hein. Sachant que dans l'été, on va avoir un rapport d'un groupe d'experts mandaté par l'ONU qui affirme qu'il y a crime de guerre de la part de tous les belligérants au conflit. Et que les plus dévastateurs sont ceux de la coalition, parce que forcément, comme ils sont plus armés et qu'ils ont des avions, ça tue davantage de civils. Donc cette demande de commission d'enquête, c'est la situation humanitaire, la question du respect ou non par la France des traités internationaux, et le dernier point, c'est qu'est-ce qui se passe, comment marche notre système de vente d'armes, qui contrôle, comment ça se fait qu'éventuellement on enfreint des traités internationaux. Enfin, moi je me posais la question à ce moment-là, mais finalement, on vend des armes, enfin, c'est des sommes qui sont vertigineuses. En 2017, on a livré, c'est pas juste un accord, on a livré pour 1,4 milliard d'euros d'armes. Donc ensuite, quand on entend, je suis dans la majorité, c'est une ministre, enfin bref, mais qui dit non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de risque qu'on utilise des armes. Donc, et là, on en arrive à l'affaire Khashoggi, c'est que dans la position commune de l'Union européenne, il est précisé encore sur un autre point que si on n'est pas trop en confiance avec un pays, on ne lui vend pas des armes. Et cette confiance, elle est établie sur la base de son respect ou non du droit international humanitaire. Alors après, à vous de juger si l'affaire Khashoggi renvoie à une quelconque question de droit humanitaire ou pas, mais enfin, il y a bien un problème sur cet aspect. Alors je suis très bavard, vous avez vu, je suis même plus bavard que vous. Hein. J'aurais une autre question après sur le Très bien. Parce qu'après, il faudra quand même laisser la parole à nos amis. Mais enfin, en tout cas, un grand merci pour nous avoir fait comprendre le cheminement et les blocages qui existent à l'égard de ce type d'initiative. J'aimerais encore poser 2 questions et après, la parole sera à vous. Agnès, tu as abordé tout à l'heure dans ton exposé liminaire, dans tes remarques liminaires, comment dire, les relations internationales régionales de l'Arabie Saoudite, et tu as évoqué ce fameux plan Kouchner du nom du gendre de Donald Trump. Mais ce plan, on en parle depuis des mois et des mois. Et ce que je disais le jour dans un autre débat où nous étions ensemble, ce plan, c'est un peu comme la ligne d'horizon pour les marins. C'est-à-dire que plus on avance et plus il s'éloigne, on ne le voit jamais.
Alors, pour comprendre cette raison, c'est qu'évidemment, la mise en œuvre de ce plan, de ce qu'on en sait à ce jour, bouleverserait totalement l'équation stratégique au niveau du Golfe, au niveau des pays arabes. Et on sait très bien qu'il y a une sorte de triptyque régional qui s'est de facto mis en place, un partenariat entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, on y revient, et Israël. Tout ça chapeauté par les États-Unis. Évidemment, et tu l'as évoqué, c'est très important, le jeune Mohammed Ben Salman, qui a assez peu d'expérience au niveau international, s'est beaucoup avancé sur cette question. Il avait même, lors de son voyage et sa mission aux États-Unis au printemps dernier, donné un blanc-seing à ce qui n'existait pas encore véritablement. Et il s'était fait reprendre sur ce sujet par son père, tu l'as dit. Donc ça signifie qu'au sein même du royaume, mais aussi dans les autres États de la région, il y a des résistances. Parce que la question palestinienne reste quand même, qu'on le veuille ou pas, un élément central de compréhension des dynamiques en cours dans les mondes arabes. Et puis surtout, et j'en arrêterai là, il y a derrière cet hypothétique règlement de la question palestinienne, sauf qu'il faudrait quand même demander leur avis aux Palestiniens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il y a la question de l'Iran. C'est évidemment le gros morceau, si vous me passez l'expression. Et là aussi, on retrouve le même triptyque, Israël, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, ligués contre l'Iran, contre la République islamique, et tout ça évidemment soutenu largement par Trump et ses décisions. Alors comment peut-on comprendre cette reconfiguration de l'équation stratégique et cette tentative de reconfigurer l'équation stratégique régionale ne nous permet-elle pas de comprendre pourquoi finalement Mohammed Ben Salman, après les turbulences du mois d'octobre, a été vite réintégré, enfin lui en tant que tel, mais surtout le royaume, dans le jeu international ou une partie de celui-ci. Ce que je crois, c'est que Mohammed Ben Salman n'en a rien à faire de la question palestinienne, que c'est le cadet de ses soucis, et que lui, son sujet majeur, c'est l'Iran. Et que donc, à partir de là, ce qu'il veut, lui, absolument, c'est de toute façon avoir, et c'est en ça qu'il se rejoint complètement avec Israël et les Américains, parce que le problème numéro un pour ces trois pays, en tous les cas, c'est la lutte contre l'Iran, et c'est de mettre l'Iran complètement out du jeu régional et international. Donc là, il y a une concordance de vues absolument évidente entre ces trois partenaires, et qu'à partir de là, l'objectif numéro un étant la question iranienne et pas du tout la question palestinienne, MBS ne va pas s'embarrasser de considérations sur la question palestinienne, et donc il est prêt pour faire plaisir aux Américains. Et ça rejoint aussi du coup la guerre au Yémen, puisqu'on a bien vu cette capacité qu'ont eu les Saoudiens d'impliquer l'Iran dans ce conflit yéménite, alors que l'Iran n'avait rien à faire au départ de ce conflit yéménite. C'était absolument pas la préoccupation iranienne de se retrouver embringuée dans ce conflit yéménite, et que l'Iran s'est trouvé de sa manière contrainte et forcée d'intervenir à la marge dans ce conflit. Parce que les Saoudiens l'ont poussé finalement à se retrouver là. Je crois que les Iraniens avaient d'autres préoccupations en tête, qui étaient beaucoup plus la guerre en Syrie, beaucoup plus savoir que faire avec l'Irak, la relation avec le Liban, beaucoup plus que la question yéménite, qui, à mon sens, en tous les cas, n'était absolument pas une préoccupation iranienne au début, lorsque les Saoudiens ont lancé cette opération. Et donc, c'est vrai qu'on voit bien un Mohammed Ben Salman qui s'est lancé sur ces dossiers régionaux sans avoir aucune compétence en la matière, sans avoir la moindre même idée, si ce n'est de lutter, de tout mettre en œuvre pour contrer ce qu'il perçoit comme une menace iranienne, qui rejoint l'objectif israélien. Et donc, à partir de là, on va donner satisfaction aux Israéliens et aux Américains sur la question palestinienne, puisque de toute façon, ce n'est pas une question qui correspond à une préoccupation pour MBS, qui lui est complètement dans cette lignée de ceux qui, au Moyen-Orient, il y en a certains, considèrent que la question palestinienne, de toute façon, maintenant n'existe plus, a été complètement abandonnée. Ce qui est, alors ça c'est un avis maintenant, mon avis sur cela, ce qui est à mon avis une erreur fondamentale, parce que quoi qu'il arrive, je pense que cette question palestinienne reste de toute façon le nœud de tout ce qui se joue dans cette région, et que tant que cette question ne sera pas réglée, rien ne pourra se régler, j'allais dire, de façon pérenne et de façon permettant d'envisager une certaine stabilité régionale. Bon, ça c'est, voilà, entre parenthèses, c'est comme ça en tous les cas que moi j'aborde cette
cette question. Donc on a un MBS qui est complètement décomplexé par rapport à cela, qui veut faire plaisir aux Israéliens et aux Américains pour lutter contre l'Iran. Et donc à partir de là, tout s'explique dans ce déroulé tel qu'il est perçu et tel qu'il est envisagé et mis en œuvre par MBS. Ce qu'il faut bien comprendre que pour MBS, la question yéménite, c'est une question de politique intérieure. C'est pour les Saoudiens, ce qui se passe au Yémen est vraiment considéré et appréhendé comme une question vraiment de politique intérieure. Ce n'est pas une question régionale. L'Iran est une question régionale, la Palestine est une question régionale, mais le Yémen est une question de politique véritablement intérieure. Et donc, ce qui fait aussi le raidissement, pour ne pas dire plus, de l'Arabie saoudite vis-à-vis du Yémen, et de vouloir et d'accuser l'Iran du coup de rentrer dans ce jeu yéménite est un argument supplémentaire pour MBS pour justifier la politique catastrophique que mène l'Arabie saoudite sur ce pays, le Yémen, qui est un pays au sud de l'Arabie saoudite. Donc, on voit aujourd'hui une configuration où on a un acteur saoudien. Alors là aussi, il y a une grande différence depuis l'arrivée de MBS, c'est-à-dire que MBS, aujourd'hui, agit de façon ouverte, avec une espèce d'arrogance quand même sur l'ensemble des dossiers de la région, alors qu'avant, l'Arabie saoudite, elle avait un rôle régional évidemment, mais moins on parlait d'elle, mieux elle se portait. Ce qui ne voulait pas dire qu'elle n'agissait pas, mais elle agissait de façon discrète, parce qu'elle ne voulait pas être sur le devant de la scène. MBS, de ce point de vue-là, a complètement, là aussi, bouleversé les codes, où on a MBS qui convoque le Premier ministre libanais sur son territoire, qui lui fait comprendre qu'il doit faire une déclaration parce que ce que fait le Premier ministre libanais ne correspond pas aux intérêts défendus par l'Arabie saoudite. Alors, il y a une intervention française qui permet de libérer le Premier ministre libanais. On voit ce MBS lancer une guerre au Yémen parce que comme il vient d'être nommé ministre de la Défense, il faut quand même qu'il se légitime à ce poste-là alors qu'il vient de nulle part, personne ne le connaît, personne ne sait ce dont il est capable. Et bien, pour montrer qu'il est capable d'être ministre, il lance une guerre au Yémen. Le problème, c'est que 3 ans et demi après, c'est quand même une catastrophe. Il continue, il y a l'affaire Khashoggi, oui, du coup, ça produit quand même une réaction sur la scène internationale. Donc, on s'aperçoit qu'il se prend à chaque fois les pieds dans le tapis de quand il prend un dossier de relations internationales, que ce soit sur la scène régionale ou internationale, c'est une catastrophe. Mais, de cette manière, il peut s'en affranchir, ou en tout cas, il peut se sortir de cette affaire, parce qu'il va toujours, de toute façon, pouvoir compter sur ses 2 alliés, qui sont les Israéliens et les Américains, parce que le plus important, et on revient à ce qu'on disait au départ, c'est l'Iran, c'est le fait de marginaliser complètement l'Iran et de faire en sorte que l'Iran ne puisse pas être une puissance régionale qu'elle doit être. Et là, je crois qu'il n'y aura pas de stabilité régionale sans un accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ce sont les 2 puissances régionales qui doivent absolument être autour de la même table pour pouvoir définir les paramètres d'un minimum de stabilité régionale. Sans cela, on n'y arrivera jamais. Et la preuve, on voit bien qu'aujourd'hui, avec cette politique à l'égard de l'Iran, on a quand même plusieurs conflits dans la région, et qui, du coup, pour lesquels on ne peut pas trouver de solution, puisque les 2 principaux pays concernés ne sont pas autour de la table, parce qu'il y en a un qui veut éliminer l'autre grâce au soutien des 2 dont j'ai déjà parlé. Merci. Alors, je vais poser deux dernières questions à Sébastien. Bref, je lui demanderai d'être bref en réponse. Vous avez évoqué le vote du Parlement européen. Fort bien. Je doute toutefois que ce Parlement ait une véritable prise sur les événements. On peut le regretter ou pas, mais c'est ainsi. Mais est-ce que l'on peut évoquer les contacts politiques, alors au-delà des parlements, au niveau des exécutifs, avec d'autres pays européens sur le cas de l'Arabie saoudite et de la guerre du Yémen, ou pas? Y en a-t-il eu? Y a-t-il une volonté de le faire et d'essayer, si ce n'est à 27 ou 28, d'avoir une position à quelques-uns, membres de l'Union européenne? Et la question qui suit, et je reviens à la France, je ne veux pas être brutal, mais je crois qu'il n'est pas question de rupture, de rompre avec l'Arabie saoudite. Vous avez évoqué les enjeux financiers, notamment, qui existent dans notre relation au royaume saoudien. Je le comprends parfaitement, mais entre se taire totalement et rompre les relations, ce que personne ne veut en réalité, sauf des forces politiques un peu marginales sur l'échiquier politique français, quelle est la marge de manœuvre, quelle est la façon d'aborder la relation à l'Arabie saoudite aujourd'hui si on ne veut pas passer par dessus l'épaule les principes républicains?
Alors d'abord sur la question européenne, ce qu'il faut voir, c'est que la politique étrangère et de sécurité commune, qu'on appelle la PESC, elle est dans la manière dont elle est abordée. Le Parlement, il est là en consultation, mais il n'a pas du tout un pouvoir exécutif en la matière. Ce sont les dirigeants des pays européens qui éventuellement pourraient prendre une décision commune, ou éventuellement le Conseil des ministres de l'Union européenne, mais c'est pas à l'agenda. Et si c'est pas à l'agenda, même s'il y a quand même des rencontres, notamment il y a des rencontres de groupes, 6 pays européens qui rencontrent l'Arabie Saoudite, ce sont des choses qui se font. Mais si c'est pas à l'agenda, c'est tout simplement que chaque pays européen, en la matière, notamment des ventes d'armes, qui est quand même un gros dossier quand on parle de l'Arabie Saoudite, il y a une souveraineté qui est assez totale en la matière pour chaque pays. Et donc ça ressort quand même de décisions nationales. Et c'est pour ça que récemment, on a organisé une conférence internationale de députés nationaux de chacun de leurs parlements à l'Assemblée nationale ici à Paris, avec cette volonté d'engager chacun d'entre nous un bras de fer avec nos gouvernements respectifs. Parce que si notre gouvernement, pour l'instant, fait la sourde oreille, à force d'arguments et puis à force de les enquiquiner, on peut espérer quand même faire avancer les choses. Sur la question de la relation à l'Arabie Saoudite, je crois que c'est une évidence qu'il y a une question économique qui se pose, qui n'est pas seulement liée pour le coup aux ventes d'armes. Il y a tout le domaine culturel de Haloula, il y a quand même des accords qui sont d'une ampleur, je pense, sans précédent en termes de projets en la matière. Il y a toute la nouvelle économie de l'Internet, de l'intelligence artificielle, où il y a des contrats importants de l'Arabie Saoudite avec des startups, ce qui pose d'ailleurs des problèmes avec les Américains sur le sujet. Mais la réponse sur la relation à l'Arabie Saoudite, à la fin du fin, pour moi, elle est très simple. C'est le droit. C'est le droit international qui doit nous dire à quel endroit et de quelle manière on peut continuer d'entretenir une relation avec un État qui est quand même dans une situation aujourd'hui tout à fait discutable, en tout cas dans la manière dont on pourrait entretenir une relation de confiance. Je crois que c'est pas le mot du tout. On a une relation forte avec l'Arabie Saoudite, mais on peut plus aujourd'hui avoir une relation de confiance. Enfin, ce serait pas raisonnable. Mais c'est pour moi la question du droit qui doit nous donner les indicateurs. Et le droit international est un instrument qu'on est en train d'oublier sur cette planète. Le concert des nations, là, il est quand même sacrément en difficulté. Et si un pays comme la France oublie que le droit lui permet d'avoir une position confortable politiquement, et donc d'avoir une bonne position, je ne sais pas quel pays sur la planète va utiliser encore le droit. Bien, écoutez, merci beaucoup. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions parmi vous, donc que 1000 bras se lèvent, non j'exagère, mais qu'un certain nombre se lèvent. Alors monsieur, vous avez été le premier, je crois. Monsieur avec les cheveux blancs, là. Oui, merci. Je voudrais m'adresser plutôt à Sébastien Nadeau. Il se trouve que j'étais dans ma vie active ingénieur de l'armement, donc j'ai vécu dans tous ces problèmes d'armement, etc. Et pour ce qui est de l'exportation, moi j'étais au niveau de l'administration, et l'administration, il y a une commission interministérielle, la CIEMJ, pour laquelle on a tous un respect absolument extraordinaire, qui se réunit tous les mois ou tous les 2 mois, suivant les crises, etc., et pour laquelle les décisions sont extrêmement très fortes. Et j'imaginais toujours, à l'époque, que la CIEMJ prenait ses consignes, en quelque sorte, du monde politique. Là, vous avez parlé du niveau politique, moi je suis au niveau de l'administration, et je vois qu'il n'y a pas de lien entre les deux, manifestement. Alors ma question, c'est est-ce que vous avez déjà interviewé les gens de la CIEMJ? C'est une commission interministérielle qui est exclusivement sur l'exportation de l'armement.
Alors, Attends, on va prendre plusieurs questions. Hein, si tu alors, Benoît. Bonsoir, Benoît Mourachol, je suis le président d'Action Sécurité Éthique Républicaine. Si je peux faire un petit commentaire et une question. Je suis un de ceux qui ont proposé, de la fin des années 90, le projet, qui ont réfléchi et qui ont mis en place ce projet de traité sur le commerce des armes que nous avons déposé aux Nations Unies en 2006, dans lequel il y a eu, au sein duquel le débat a commencé, puis qui a été adopté et ratifié en 2014. Quand nous avons pensé ce traité, nous avons pensé 2 points fondamentaux. Le premier, c'est la responsabilité des États dans les autorisations données pour les exportations d'armes. Et le deuxième point, c'est la prévention des violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Pour la question du Yémen, pour la première fois, une ONG, Action Sécurité Éthique Républicaine, a saisi le tribunal administratif demandant la suspension des exportations d'armes en direction de tous les pays de la coalition qui interviennent au Yémen. Et on s'est appuyé là-dessus sur l'article 6, non pas l'article 7. L'article 7 dit les États doivent évaluer le risque d'usage, le risque d'une grave violation des droits de l'homme ou d'une grave violation du droit international humanitaire. L'article 6 est un article d'interdiction. On a beaucoup discuté et négocié avec les États en montrant l'article 7 pour ne pas les effrayer. Et les dernières semaines de négociation, on a poussé pour l'article 6. Et l'article 6 dit que quand il y a de graves violations de la Convention de Genève de 1949, des attaques contre les civils, des crimes de guerre, ce qui est le cas relevé par des ONG et les Nations Unies depuis au moins 2016, l'article 7 ne s'applique plus. Maintenant, l'article 6 dit que toutes les armes qui pourraient être utilisées au Yémen doivent être, les exportations doivent être suspendues. Voilà un des points fondamentaux. Ma question, c'est, il y a eu le G20, donc MBS est allé au G20, et il y a une plainte de Human Rights Watch contre MBS, justement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, puisque l'Argentine a une compétence universelle, et je voulais savoir ce qu'il en était. Merci. Une troisième question avant de prendre une deuxième vague. Bonsoir. Mohamed Garesh, consultant en relations internationales et aussi sur cette région. Et je m'excuse. Et ancien étudiant de l'IRIS. Comment ? Et ancien étudiant de l'IRIS. Oui. Je m'excuse de la voix que j'ai, mais disons que je reviens justement de la région et j'ai attrapé froid dans un pays chaud. J'aimerais apporter ma petite contribution à la question où va l'Arabie Saoudite, avec à la fin une question pour Agnès Levallois. Moi, quand je vois où va l'Arabie Saoudite, j'ai aussi envie de poser la question, mais avec qui ? Et il y a 4 pays aujourd'hui dans l'actualité qui ont un poids assez essentiel dans la destination de l'Arabie Saoudite et là où elle veut aller. Il y a d'abord les États-Unis où aujourd'hui, 4 décembre, la directrice de la CIA est auditionnée par le Sénat. Il faut savoir que le Sénat avait auditionné James Mattis et Mike Pompeo sur le meurtre de Khashoggi et c'était une audition qui a été, comment on dit déjà ? À huis clos, oui, voilà, merci monsieur. Les débats sur le meurtre de Khashoggi au Sénat montrent une chose, c'est que aux États-Unis, quand bien même Jared Kushner et Trump sont proches de Mohammed Ben Salman, le Sénat ne l'est pas. Et le Sénat a un poids plus qu'important en matière de politique internationale. Et donc, première question, est-ce que les États-Unis vont accompagner l'Arabie Saoudite dans leur destination ? Et quand je dis Arabie Saoudite, c'est est-ce qu'ils vont accompagner Mohammed Ben Salman ? Deuxième pays, c'est l'Algérie. Aujourd'hui, Mohammed Ben Salman est parti en Algérie non pas pour les dates algériennes, mais pour avoir le soutien de la diplomatie algérienne, c'est une diplomatie qui est très forte dans la région et qui aujourd'hui est un outil pour Mohammed Ben Salman afin de pouvoir discuter avec les autres États de la région, notamment l'Iran, la Turquie et d'autres pays. Troisième pays, c'est la France. Non, parce que là, on n'a pas trop le temps. Donc. Ouais, 10 secondes.
10 secondes top. 10 secondes. 9. 10 secondes. 10 secondes et après la question, madame. Aujourd'hui, la France a besoin de l'Arabie Saoudite pour financer le plan G5 Sahel. Et les Émirats Arabes Unis sont aussi un acteur important dans la crise au Yémen. Et ça, on n'en parle pas. Donc, madame Levallois, je voulais savoir, est-ce que ces pays vont quand même accompagner MBS dans sa politique? Et est-ce qu'il y a d'autres pays aussi importants qui peuvent soutenir MBS? Qui veut répondre là? Il y a déjà beaucoup de questions. Je prendrai une deuxième vague de questions ensuite. Agnès, Sébastien. Agnès. Je vais répondre sur la commission interministérielle. Donc, première réponse, oui, j'ai rencontré en tête-à-tête la secrétaire défense nationale et sécurité Claire Landais, qui préside la SIEMJ. La SIEMJ, c'est un regroupement de représentants essentiellement dans la décision de 3 ministères, la défense, les affaires étrangères et l'économie. Il y a une décision qui est prise, surtout, on va dire, les cas un petit peu compliqués, dont évidemment les exportations vers l'Arabie Saoudite, c'est une évidence. Cette décision, elle est prise donc par cette commission, mais Claire Landais, c'est sur délégation du Premier ministre. Donc la responsabilité, in fine, de tout ça, c'est celle du Premier ministre. J'ai posé pas plus tard qu'hier, donc je pense que ma question écrite au Premier ministre sera au journal officiel que demain ou après-demain. J'ai posé la question écrite suivante. Compte tenu du rapport des experts de l'ONU qui dit qu'il y a crime contre l'humanité, compte tenu de la situation, je ne vais pas revenir dessus, des traités TCA, position commune de l'Union européenne, la France étant en infraction d'un traité international qu'elle a ratifié, sous quel délai comptez-vous suspendre les ventes d'armes? Donc voilà, moi je fais mon travail de député de contrôle, nous verrons ce que le gouvernement en face répond. Mais cette commission, vous avez raison, elle est très sérieuse, et les gens, parce que j'ai rencontré pas mal de membres de la commission, ce sont des gens en qui on peut avoir confiance. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est un contrôle interne à un service, nullement un contrôle démocratique, et à aucun endroit, à aucun moment, la question des ventes d'armes n'est questionnée de manière démocratique. C'est pas au moment des élections, et c'est pas après non plus, puisqu'il n'y a pas de débat parlementaire sur ces questions. Agnès. Alors, sur la question où va l'Arabie Saoudite, je dirais qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite va où Mohammed Ben Salman l'emmène. Voilà, c'est un peu une boutade, mais ceci dit, c'est quand même ça l'impression, en tous les cas, que l'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une opposition aux États-Unis. Tous les Américains et tous les parlementaires américains ne soutiennent pas MBS, et on l'a vu récemment dans des prises de parole qui ont été des prises de parole assez fortes. Je ne crois pas que ça changera la politique de Trump à l'égard de l'Arabie Saoudite. Je n'y crois pas du tout. Et rappelez-vous le 11 septembre, ce qui s'est passé. 15 des 19 pirates de l'air étaient saoudiens. Il y a eu des commissions d'enquête, il y a eu des propos très, très, très durs de la part des parlementaires qui ont été adressés contre le soutien que continuent à apporter les Américains à l'Arabie Saoudite. Et il n'y a pas eu de concrétisation particulière. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la relation n'a jamais été aussi forte entre les Américains et les Saoudiens. Donc, il va y avoir effectivement des tensions au sein de la Chambre des représentants parce que certains vont essayer de mettre en avant le fait qu'il faut quand même être raisonnable dans le soutien apporté à MBS si c'est lui qui dirige ce pays, avec une question qui se pose quand même, c'est que si MBS est prince héritier, si son père meurt, enfin quand il mourra, a priori il sera roi. Alors évidemment rien n'est jamais écrit de façon définitive, mais il risque d'être roi pendant 50 ans puisqu'il a 32 ou 33. Bon. Donc un certain nombre de responsables aussi à travers le monde et américains en particulier se disent de toute façon qu'il faut faire avec lui parce qu'on risque de l'avoir pendant des dizaines d'années. Donc il y a aussi un calcul, j'allais dire, de réel politique, de se dire, il nous plaît pas, il est fou furieux, essayons peut-être de le contenir, en tous les cas, sur des sujets qui sont des sujets de sécurité nationale pour les Américains. Moi, ce qui m'interroge dans tout ce qui se passe avec la responsable de la CIA, qui a une position effectivement beaucoup plus dure à l'égard de MBS que ne l'a Trump, ça voudrait laisser comprendre que pour la CIA, en tous les cas, l'Arabie Saoudite n'est pas la garante des intérêts stratégiques américains dans la région. Si la responsable de la CIA peut se permettre d'être aussi critique, c'est ça que ça voudrait dire. Alors après, comment les choses vont s'interpréter dans le système politique américain,
Là, pour le coup, je ne sais pas si de la politique américaine, donc je n'en sais rien, mais je n'ai pas l'impression, en tous les cas, que ça puisse vraiment remettre en question ce partenariat fort stratégique qui existe entre les Américains et MBS pour l'instant dans ce contexte, et j'y reviens sans que ce soit une obsession, de la position américaine et saoudienne à l'égard de l'Iran. Je crois que c'est vraiment ça l'élément quand même qui structure en grande partie cette relation. Sur l'Arabie Saoudite, Algérie, je crois que c'est beaucoup plus sur la question pétrolière que MBS est passé par Alger hier et aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a la réunion de Vienne qui s'ouvre, il y a toute la question autour de... Alors, je ne suis pas une spécialiste du pétrole, donc je vais pas il y a d'autres personnes ici beaucoup plus compétentes que moi, mais en tous les cas, on voit bien que les MBS est allé chercher aussi dans la négociation ou dans la rencontre avec les Algériens, comment essayer de gérer au mieux, puisqu'on sait très bien que aussi bien les Algériens que les Saoudiens ont envie qu'un prix du pétrole, du baril, remonte, parce qu'ils en ont besoin tous les deux pour des raisons évidentes, économiques, pour mener à bien tous les projets d'infrastructure que ces deux pays lancent. Donc là, ils ont vraiment, il y a une concordance d'intérêts entre l'Arabie Saoudite et l'Algérie, d'essayer de définir en tous les cas une position commune, ou en tous les cas la plus commune possible, pour essayer de faire en sorte que lors de la réunion, les prix remontent, avec en même temps la contrainte qu'a MBS, c'est que pour se faire un peu oublier auprès des Américains et de Trump après l'affaire Khashoggi, c'est de donner satisfaction à Trump qui veut que lui, les prix du baril ne montent pas trop, parce que pour satisfaire son électorat, il ne faut pas que ça monte. Donc, il y a une équation là qui est un petit peu compliquée, parce que lui, MBS, a besoin que les prix remontent, parce qu'il en a besoin pour financer son plan Vision 2030, et en même temps, il ne faut pas que ça monte trop, parce que sinon, Trump n'est pas content, et là, il faut quand même qu'il se fasse un peu oublier, ou en tous les cas, profil bas. Voilà. Oui. Henri. Oui, je l'ai oublié entre-temps, la question. Je l'ai oublié. Ah oui, écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Je pense que là, les ONG font leur boulot, et c'est... Voilà, on l'a déjà vu dans plusieurs autres dossiers. On a vu des ONG se lancer avec cette procédure. Je pense que c'est très important que la procédure ait été lancée. Je ne suis pas sûre que ça puisse donner à court terme quelque chose. Je pense que je ne suis pas très confiante, en tous les cas, dans le fait que ça puisse aboutir pour l'instant, en tous les cas. Voilà, mais... Oui, merci. Henri Dipert de Fabiani. J'avoue que, bon, je comprends le raisonnement de monsieur le député, qui me semble tout à fait respectable et qui comporte une dimension que l'on peut entendre, à la fois juridique et morale. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que dans d'autres conflits de même nature, si on peut dire, le résultat de la démarche proposée, ce serait en fait une sorte d'embargo. Et tout le monde sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire que je pense à la Bosnie-Herzégovine, l'embargo crée, on agit sur un instrument, mais on n'agit pas sur la cause. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas étoffer cette position, qui est tout à fait respectable, encore une fois, d'une véritable... d'abord d'une mobilisation d'opinion publique, parce que si ce conflit se poursuit, c'est aussi parce que l'opinion publique est indifférente, les gens ne savent pratiquement pas où est le Yémen, et le sort des pauvres Yéménites, le temps qu'on ne leur montre pas tous les jours des images, etc., ça les laissera indifférents. Et d'autre part, il y a quand même la question de la vision stratégique qui a été évoquée par Agnès Levallois aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on essaie de faire avancer la situation dans cette région qui aujourd'hui semble inextricable, et comment est-ce qu'on peut arriver à mener les belligérants à ne plus combattre, a fortiori sur un territoire aussi... Allez, Risa, juste devant... Donc, Ali Reza Khalili, président du Centre franco-iranien. Deux questions très rapides pour Madame Vallois et pour Monsieur le député. Quelle est l'influence de Mohammed Ben Ziyad et des Émirats arabes unis sur l'intérieur de l'Arabie saoudite? Et Monsieur le député, comment vous analysez les différences de politique entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sur la scène yéménite? Voilà des questions concises. Alors, une dernière pour l'instant. Ah oui, monsieur... Ah, où ça? Il n'est pas vu.
Bah oui. Bon, le monsieur qui est debout. Oui, là, avec bonsoir. la- Ma question sera. Oui, mais je vous ai pas donné le micro, monsieur. Donc Moi. je suis désolé. Non, parce qu'il y en a qui. Moi, j'ai l'avantage de voir les mains qui se lèvent depuis longtemps, mais il y a une dame qui lève la main, me dit-on, ma voisine. Et moi, je l'ai pas. Bon, allez-y, puis. Merci. Deux questions très rapides. D'abord, une question d'actualité, puisqu'on a appris très récemment que le Qatar allait sortir de l'OPEP. Bon, certes, il avait un rôle très mineur au sein de l'OPEP, puisque ce n'était pas un gros producteur dans cette organisation, mais c'est l'occasion de demander quand même où en est la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, puisqu'on en a beaucoup parlé il y a un certain temps, mais qu'on n'entend plus vraiment parler à présent. Et ma deuxième question, qui n'est pas tout à fait sans lien, puisque le Qatar a développé un soft power très important via le sport. Et ma question, c'est l'Arabie Saoudite, qui a une image qui a quand même beaucoup souffert ces derniers temps, aurait tout intérêt à redorer son blason. Et quels sont les moyens de l'Arabie Saoudite en termes de soft power, outre l'image de réformateur de MBS qui justement en a pris un gros coup, pour redorer son image et avoir une meilleure image internationale. Sachant qu'en plus on est à l'IRIS, donc dans cette question, je pense notamment à la géopolitique du sport. C'est bien. Bah Agnès, si tu veux. Et Oui, il y a après, pas sur mal. l'embargo. Il y a pas mal de choses. Qatar, Arabie Saoudite, la crise, donc maintenant qu'il y a 1 an et demi, ce qui est clair, c'est que la politique qui a été menée, et là je pense que dans la crise avec le Qatar, c'est beaucoup plus les Émirats qui ont été à la manœuvre que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a suivi évidemment, mais les Émirats étaient, à mon sens en tous les cas, beaucoup plus à la manœuvre. Et clairement, c'est un échec d'avoir lancé cet embargo et cette volonté d'isoler le Qatar, puisqu'on a vu que le Qatar a réussi à développer tout un tas de stratégies pour ne pas trop souffrir. Et comme vous le savez, c'est un tout petit pays avec une population très limitée. On parle de 200 à 250 000 Qataris sur une population de 2 millions d'habitants, avec des ressources financières telles que ces moyens financiers ont permis de contourner la stratégie d'embargo qui a été mise en place par les Émirats et par l'Arabie Saoudite. Et ça me permet de revenir au point sur le soft power. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais je pense qu'un des éléments aussi de cette crise entre le Qatar d'un côté, Arabie Saoudite et Émirats de l'autre, c'est justement que les Émirats et l'Arabie n'ont jamais su utiliser le soft power aussi bien que le Qatar l'a fait. Et pour les Émirats, le fait que le Qatar organise la Coupe du monde de foot, c'est quand même quelque chose qui ne passe pas. Parce que ça veut dire que pendant, je ne sais pas combien de temps ça dure une Coupe du monde, je ne suis pas très douée. Bon, quelques semaines, un mois. Pendant 1 mois, on va voir le Qatar toute la journée sur tous les écrans du monde. Et ça, pour les Émirats et pour l'Arabie Saoudite, c'est juste quand même insupportable de se dire que ce petit pays qui n'existe pas à leurs yeux, qui est tellement minuscule, alors qu'eux, ils sont quand même, surtout l'Arabie, c'est quand même du sérieux, de savoir que le Qatar va pouvoir attirer tous les regards avec tout ce que ça implique, je crois que ça a été un des éléments qui a participé à cette volonté vraiment de mettre le Qatar au banc. Il y a la question des frères musulmans, bien sûr, je ne vais pas réduire ça à la question du football. Mais vous voyez ce que je veux dire, cette question, comment le Qatar a réussi, mais vraiment de main de maître, à jouer cette carte du soft power, que les Émirats ont commencé à jouer avec la politique de musée, avec le Louvre, bon, tout ça, c'est bien, mais on voit bien quand même que le Qatar a 2 longueurs d'avance largement sur les Émirats et l'Arabie Saoudite dans ce domaine, et donc c'est un moyen, je crois, pour ces 2 pays de casser cette façon qu'avait le Qatar de pouvoir rayonner d'une façon absolument incroyable et qui a vraiment traumatisé, je crois, l'Arabie et les Émirats. Ben, l'Arabie, je ne sais pas très bien comment aujourd'hui elle va essayer d'utiliser quel genre de soft power. Alors bon, il y a ce grand projet d'Al-Awla pour lequel la France est à la manœuvre sur ce site touristique. Je dois avouer que je l'ai visité, c'est effectivement absolument magnifique. Et donc là, il y a possibilité d'en faire quelque chose. Mais je crois que là, l'Arabie va être obligée pendant un certain temps de, passez-moi l'expression, mais de ramer pour essayer de faire quelque chose et que ça va prendre du temps et que ce qu'elle avait gagné ces derniers mois avec cette image de MBS jeune réformateur qui laisse les femmes conduire, ben ça a quand même pris un sacré coup parce que c'est vrai que les femmes ont le droit de conduire aujourd'hui, mais tant que la question du tutorat n'aura pas été levée, ça va rester très marginal, même si c'est très bien, qu'on peut que se féliciter et tant mieux que enfin les femmes puissent conduire. Mais la vraie question, c'est le tutorat et ça, il ne s'y est pas attaqué. Donc, il y a des mesures cosmétiques qui sont prises. Pourquoi? Parce que MBS a besoin des investisseurs pour financer son plan Vision 2030. Et donc, il a très bien compris que dans les pays occidentaux, la question de la femme, évidemment, c'est une question qui est mise en avant systématiquement par les ONG, à juste titre, évidemment. Donc, il a fait le minimum nécessaire qu'il fallait
pour satisfaire les investisseurs, pour améliorer l'image de marque et faire en sorte que les investisseurs, du coup, acceptent de venir en Arabie Saoudite. Donc, et là, ça me permet de faire le lien avec la première question. Ce que je crois, je pense qu'on a une carte, nous, la France et les pays occidentaux, à jouer avec l'Arabie Saoudite, qui est une carte, simplement, nous, on est là à attendre des contrats. Il y a beaucoup d'annonces de contrats. Dans la réalité, ils sont beaucoup moins importants que les annonces qui sont faites systématiquement. En revanche, l'Arabie aujourd'hui a besoin des investisseurs étrangers pour financer son plan Vision 2030 et a besoin de la compétence et de tous les moyens pour faire cela. Et donc, moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on ne monnaie pas mieux si, soi-disant, l'Arabie est un partenaire stratégique pour les États-Unis, pour la France. Là, je vais parler de la France. Très bien qu'on ait un partenariat stratégique parce que pour la région, c'est important, pour les intérêts de la France, c'est important. Tout ça, je veux bien le comprendre. Mais à ce moment-là, si c'est un vrai partenariat stratégique, on négocie. Et on dit aux partenaires, là, on ne vous suit pas, là, ce n'est pas possible. Et comme on est normalement dans un partenariat, ça veut dire qu'on a besoin d'eux pour des contrats, oui, mais qu'eux aussi ont besoin de nous. Donc, si on veut vraiment parler de partenariat, ça veut dire qu'on doit pouvoir parler de toutes les questions et qu'on ne doit pas s'empêcher d'aborder des questions, quitte à passer par une zone de froid ou de difficulté. Mais des vrais amis, c'est comme ça que ça se gère. On se parle, on se dit les choses. Et là, je pense qu'on pourrait tout à fait envisager de le faire. Et parce que j'insiste, les Saoudiens aujourd'hui ont besoin des partenaires étrangers. Il n'y a pas que nous qui avons besoin d'eux, avons besoin de leur contrat, ils ont besoin de nous. Donc négocions, parlons. Émirats Arabes Unis aussi. J'ai dit un mot. MBS, pour moi, enfin, c'est clair, hein, MBS a été le mentor de MBZ, a été le mentor de MBS. Donc, le prince héritier des Émirats joue un rôle très important auprès de MBS. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'affaire du Premier ministre libanais Hayri. On a bien vu que c'est MBZ qui a téléphoné à MBS pour que celui-ci accepte de recevoir le président Macron pour tenter de régler l'affaire, et ce qui a permis effectivement le déblocage de l'affaire. On voit bien que sur l'affaire du Yémen, c'est MBZ qui est vraiment là aussi très, très impliqué. La question qu'on peut se poser, c'est que là, pour l'instant, ils partagent des points de vue, mais ils ont quand même des points de divergence importants, MBS et MBZ. Et on le voit en particulier sur le Yémen, où on voit que la politique de MBZ, qui est de soutenir les mouvements sécessionnistes au sud du Yémen, ça ne correspond pas à l'objectif que veulent établir les Saoudiens au Yémen. Donc, jusqu'à quand la relation privilégiée entre les deux princes héritiers va-t-elle aller, en sachant qu'ils ont des points de divergence? Les Émirats sont moins à cran à l'égard de l'Iran que ne l'est l'Arabie Saoudite. Donc, on voit bien que sur des sujets importants, aussi bien pour les Émirats que pour l'Arabie Saoudite, on va arriver à un moment où les points de divergence vont peut-être prendre de l'importance. Pour l'instant, ils existent, mais on fait en sorte de les contenir parce qu'on ne veut pas prendre le risque de rentrer en confrontation. Mais on ne peut pas exclure qu'un jour, la relation soit plus compliquée, d'autant plus que les pays du CCG, donc les pays du Conseil de coopération du Golfe, dont les Émirats, par moment, on en a un peu marre du côté quand même hégémonique de l'Arabie Saoudite et de la façon qu'a l'Arabie Saoudite de vouloir gérer toutes les affaires du CCG en fonction de ses intérêts, sans forcément écouter ce que veulent les autres pays du CCG. Donc là aussi, on sent qu'il peut y avoir à terme des risques de tension au sein de cette organisation régionale. Sébastien, notamment sur l'embargo. Oui, sur la question de l'embargo, vous avez raison, l'opinion publique n'est pas assez mobilisée. J'essaie d'y travailler, mais sachez que ce n'est pas simple. Où je ne suis pas d'accord avec votre analyse, c'est que la question qui se pose, c'est où va l'Arabie Saoudite? Si tous les pays partenaires acceptent que l'Arabie Saoudite marche en permanence, foule aux pieds tout ce qui concerne le droit international, si jamais un de ses partenaires ne lui donne des signaux forts sur cette question-là, alors l'Arabie Saoudite continuera d'être un pays qui se permet d'enfreindre le droit international en permanence. Donc, cette question des embargos, elle ne solutionne pas tout, elle ne solutionne pas le conflit. Vous avez raison, vous connaissez, il y aura tout de suite d'autres vendeurs, peut-être moins prestigieux, mais qui vendront un matériel assez similaire. Donc, il y aura toujours des armes sur le terrain du Yémen. Mais il y a deux choses. Il y a la position de la France. Nous, être en infraction, je pense que c'est une bonne raison pour suspendre les ventes d'armes, nous. Et la deuxième chose, c'est que l'Arabie Saoudite, si, encore une fois, tout le monde lui déroule un tapis vers faites n'importe quoi, il n'y a pas de problème, de toute façon, vous avez des dollars, et donc vous pouvez continuer comme ça, à un moment donné, je pense que ce n'est pas un partenaire à qui on rend service non plus. Et il y a une population derrière les choix des dirigeants.
Il y a une population derrière aussi, saoudienne, qu'on oublie un petit peu dans la discussion. Je voudrais juste ajouter un point, c'est que je pense que si l'affaire Khashoggi a pu se dérouler, c'est que depuis que MBS est aux affaires, il y a eu plusieurs événements qui se sont déroulés qui n'ont suscité aucune réaction de la part des partenaires. Et donc, celui-ci a dû se dire, mais je peux faire ce que je veux, de toute façon, il ne se passe jamais rien. Et je pense que l'affaire Khashoggi est venue à la suite de plusieurs événements qui s'étaient déjà produits, mais qui n'avaient suscité absolument aucune réaction de la part de quiconque. Si les partenaires, dès le départ, il y a eu l'affaire Harry, mais qui finalement a été tout de suite quand même l'affaire du Yémen, quand la guerre a été lancée, le fait que personne ne réagisse en disant, bon, faudrait quand même, là, on vous le dit gentiment, comme on est amis, ben, on se parle et on vous dit que c'est pas bien, peut-être que l'affaire Khashoggi, on va pas refaire l'histoire, mais en tous les cas, je pense qu'il y avait un sentiment d'impunité tel, et ben, quand vous vous sentez impuni, ben, vous faites ce que vous voulez, quoi. Il y a peu de... Puisque l'heure passe, il est 8 heures. Merci à vous tous, merci surtout à nos deux intervenants. Et probablement à très bientôt pour une autre conférence débat à l'IRIS. Bonne soirée à tous.